Donc Jean-Louis m'a demandé de parler de l'utilité de la fondation privée pour un enfant ou des enfants handicapés. J'ai préparé cet exposé, où je divise cet exposé en 3 points qui paraissent importants pour bien comprendre. Le premier point, je vais analyser brièvement les dispositions de droit commercial relatives à la fondation privée. Donc en d'autres mots, toutes les règles de fonctionnement. Dans le deuxième point, je vais analyser toutes les dispositions fiscales relatives à la fondation privée. Et dans un troisième point, je vais vous exposer quelques alternatives à la fondation privée. Donc la fondation privée offre un certain nombre d'avantages, mais il ne faut probablement pas se précipiter vers la fondation privée. Il y a peut-être des techniques plus simples en fonction des objectifs poursuivis par les uns ou par les autres. Donc, en d'autres mots, tout dépendra des circonstances de fait et des objectifs qu'on veut atteindre. Voilà le programme pour ce soir. Alors, c'est du droit, hein, donc ce n'est pas toujours très agréable à écouter. Donc, dans un premier temps, les dispositions de droit commercial. Donc, il s'agit d'une loi qui date du 27 décembre 2004. Et l'article 27 de cette loi, c'est un des rares articles que je vais vous citer, dispose ceci. La création d'une fondation est le résultat d'un acte juridique émanant d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales consistant à affecter un patrimoine à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. Alors, à mes yeux, il y a 3 points importants pour bien comprendre une fondation. Premier point, la loi dit « La fondation est le résultat d'un acte juridique émanant d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales. » Donc, la fondation naît de la volonté d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Donc, d'une personne physique, une peut suffire, plusieurs peuvent constituer une fondation, une société peut constituer une fondation, donc c'est extrêmement large. La grande différence d'une fondation par rapport à une ASBL, donc vous savez qu'une fondation a un but désintéressé, une ASBL est une association sans but lucratif, la grande différence de ces deux institutions est la suivante, c'est que la fondation n'a pas de membres, elle n'a pas d'associés, contrairement à une société, contrairement à une ASBL. Elle naît, comme je l'ai dit, de la volonté d'une ou de plusieurs personnes de constituer une fondation, mais la fondation existe par le patrimoine qui lui a été affecté par ceux ou ces personnes. Donc la fondation a pour objet de réaliser une œuvre grâce au patrimoine qui lui a été affecté. Alors que dans le cadre d'une ASBL, ce sont les membres, par leur activité, qui réalisent l'objet de l'ASBL. C'est une grande différence. Alors, la deuxième caractéristique de la fondation, donc je dis, premier point, elle naît d'une volonté unilatérale d'une ou plusieurs personnes. La fondation, donc, le ou les fondateurs affectent un bien à la fondation. Ce bien peut être des biens corporels, ça peut être des biens incorporels, ça peut être des biens meubles, ça peut être des biens immeubles. Il n'y a pas de montant minimum, il n'y a pas de montant maximum. Bien entendu, il y a certaines limites qui proviennent d'autres dispositions légales, notamment lorsque vous avez plusieurs enfants, les autres enfants ont en tout cas droit à leur réserve héréditaire, donc ça c'est certainement une limite. Donc les parents fondateurs d'une fondation ne peuvent pas tout donner à la fondation au détriment d'autres enfants. Les créanciers éventuellement du fondateur ont un certain nombre de droits. Donc le fondateur ne peut pas se dépouiller de l'ensemble de ses biens si le fondateur a des dettes ou des créanciers qui les poursuivent sur leur patrimoine. Alors, le fondateur a affecté un bien à la fondation. Maintenant, cette affectation peut
ne pas être irrévocable. On peut affecter un bien à la fondation, mais on peut prévoir dans les statuts de la fondation que lorsque le but désintéressé est rempli, le bien revient au fondateur. Donc il y a, si les statuts le prévoient, un droit de retour dans le patrimoine du fondateur, bien sûr sous le contrôle du tribunal de première instance, puisque le tribunal de première instance est seul à pouvoir se prononcer sur la dissolution de la fondation. Alors, la loi n'est pas explicite sur la question de savoir si c'est seul le bien qui est apporté au moment de la constitution de la fondation qui peut revenir dans le patrimoine du fondateur, ou si c'est les autres apports effectués par le fondateur au moment de après la constitution de la société. En tout cas, il n'est pas permis aux ayants droit du fondateur, ni à des tiers qui auraient fait un apport durant le fonctionnement, l'exercice de la fondation, de récupérer leurs biens à la réalisation du but désintéressé de la fondation. Donc ce droit de retour n'est possible que pour le fondateur. Le deuxième point en matière de droit commercial est relatif au mode de constitution de la fondation. Donc la fondation est constituée par acte authentique, donc à peine de nullité. Donc il faut passer devant un notaire, il faut des statuts notariés. Alors ces statuts précisent, je dis ça en grande ligne, donc l'identité des fondateurs, la dénomination de la fondation, la désignation du but désintéressé et les moyens pour y parvenir. Par exemple, pour les enfants handicapés, on peut dire classiquement pourvoir au bien-être de l'enfant jusqu'à la fin de sa vie, au moyen d'une assistance financière, morale et matérielle de l'enfant handicapé. Donc ce sera le but de la fondation. Il faudra indiquer l'adresse du siège social. Il faudra indiquer le mode de nomination, de révocation, de cessation des fonctions des administrateurs, leurs pouvoirs et les manières d'exercer ces fonctions, la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution et les conditions auxquelles les statuts peuvent être modifiés. Donc, c'est un ensemble de points qui devront figurer dans les statuts de la fondation. Alors, je vais m'étendre un peu plus sur le mode de fonctionnement de la fondation. Donc la fondation, c'est l'article 34 de la loi, donc l'article 34 indique que la fondation est administrée par un conseil d'administration. Et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions de manière collégiale. Donc la fondation est gérée par le conseil d'administration qui est composé d'au moins 3 personnes. Au moins 3 personnes, personnes physiques ou personnes morales. Ça veut dire que le conseil, la fondation est gérée de manière collégiale. Donc une personne ne peut pas seule d'initiative prendre des décisions. La gestion est collégiale. Donc c'est le conseil d'administration qui a tous les pouvoirs pour gérer et pour représenter la fondation à l'égard des tiers. Alors, la loi ne prévoit pas les modes de convocation du conseil d'administration, le lieu de réunion, le quorum de présence, donc tout ça devrait être réglé dans les statuts de la fondation. Maintenant, si à chaque décision à prendre, il faut réunir le conseil d'administration, ce n'est pas très pratique. La loi prévoit, comme pour les sociétés anonymes d'ailleurs, que le conseil d'administration peut désigner un administrateur délégué, un administrateur délégué à la gestion journalière, qui est apte à prendre toutes les décisions, les menues décisions ou les décisions urgentes que la fondation doit prendre. Donc les statuts préciseront également le mode de nomination, le mode de révocation de l'administrateur délégué, l'étendue de ses pouvoirs. Mais en tout cas, ça concerne essentiellement la gestion journalière de la fondation.
j'ai évoqué tout à l'heure la dissolution de la fondation. Donc, comme je l'ai dit, elle est prononcée par le tribunal de première instance, donc à la requête du fondateur, d'un administrateur, du ministère public ou des ayants droit du fondateur. Et donc le tribunal se prononce sur la dissolution, clôture éventuellement immédiatement la liquidation ou impose une période de liquidation pour réaliser les biens de la fondation. Alors les formalités maintenant. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un acte notarié, donc il y a des statuts à rédiger qui sont en principe la compétence du notaire. Ces statuts, l'expédition est déposée au greffe du tribunal de commerce et il y a une publication obligatoire d'un certain nombre d'extraits des statuts au moniteur belge. C'est le notaire qui va s'en occuper. La nomination, la démission des administrateurs doit également être publiée au moniteur belge. La fondation devra faire une déclaration fiscale annuelle et la fondation devra faire une comptabilité. Alors, en matière de comptabilité, il y avait distingué les petites fondations des grandes fondations. Alors, vous comprendrez que pour les petites fondations, la comptabilité est très limitée, simplifiée. Il faut faire un tableau de recettes et de dépenses et un inventaire des avoirs et des dettes. Rien de plus. Par contre, pour les grandes fondations, il faut faire des comptes annuels et déposer les comptes à la Banque nationale de Belgique. Je vous rappelle également que la fondation a la personnalité juridique. Ça veut dire que la fondation peut conclure des contrats, peut rester en justice, à condition qu'elle soit représentée conformément à ses statuts si les statuts le précisent, par les administrateurs. Alors, le dernier point en matière, je dirais, de formalité, qui me paraît un point important, c'est toutes les obligations administratives qui sont imposées pour les legs ou les donations faites à une fondation. En fait, il s'agit du même régime que pour les ASBL. La loi prévoit, l'article 33, prévoit que, à l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une fondation doit être autorisée par le ministère de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100 000 €. Toute donation, tous les supérieurs à 100 000 € doivent faire l'objet d'une autorisation du ministère de la Justice. Maintenant, la loi prévoit une exception, c'est l'exception des dons manuels. Donc, le don manuel à une fondation, peu importe le montant, n'exige pas une autorisation de la part du ministère de la Justice. Maintenant, est-ce si lourd de demander l'autorisation du ministère de la Justice? Je ne le crois pas, dans la mesure où les formalités sont les suivantes pour obtenir cette autorisation. Il faut procéder comme suit. Il faut remettre les pièces suivantes donc au ministère de la Justice. Première pièce, une attestation signée par le notaire mentionnant l'identité précise du donateur ou de la personne décédée, l'identité précise de la fondation bénéficiaire, y compris son numéro d'entreprise, ça va de soi, et la valeur nette, c'est-à-dire droit d'enregistrement et droit de succession, frais de notaire et honoraires déduits de la donation ou du lait, donc supérieur par hypothèse à 100 000 €. Ensuite, il faudra une copie certifiée conforme du conseil d'administration, donc qui demande l'autorisation d'accepter définitivement la donation, et un certificat qui est délivré par le greffier du tribunal de commerce constatant que la fondation est en règle en matière de dépôt des comptes annuels. Si le ministère de la Justice ne répond pas dans les 3 mois, l'autorisation est acquise.
je dirais, brièvement brossé, je dirais toutes les dispositions légales, administratives en matière de constitution, toutes les règles en matière de fonctionnement et les dispositions administratives en ce qui concerne les legs ou les donations faites à des fondations. Maintenant, j'arrive sur le terrain fiscal. Alors, le terrain fiscal, je l'ai divisé, pour être le plus clair possible, en 3 parties. La première partie constitue tous les aspects fiscaux relatifs aux entrées d'argent de ma fondation. La deuxième partie, c'est le régime fiscal des avoirs dans la fondation. Et la troisième partie, c'est le régime fiscal afférent à toutes les sorties d'argent de la fondation. Alors, le premier point, les aspects fiscaux lors de la constitution de la fondation. Donc, les apports à titre gratuit sont fiscalement considérés comme des donations. Alors, vous savez que la matière des donations est une matière qui est dans la compétence des régions. Et donc, il y a un code pour la région wallonne, un code pour la région bruxelloise, un code pour la région flamande. Alors, le code applicable et les taux applicables ne sont pas celui de la région où est située la fondation, mais la région où est domicilié le donateur ou le défunt. C'est là où il a séjourné le plus lors des 5 dernières années. Alors, voyons les 2 hypothèses. Hypothèse d'un legs à une fondation privée, donc une personne laisse par testament un montant, un bien immeuble à la fondation. Dans un second temps, je verrai le régime fiscal afférent aux donations de biens meubles ou de biens immeubles à une fondation privée. Alors, quels sont les taux applicables à des legs effectués au profit d'une fondation privée? Alors, il y a 3 régions et il y a 3 taux différents. En Flandre, on a un taux unique de 8,8%. Donc, une personne lègue des valeurs mobilières à une fondation privée si cette personne, la défunte, est résidente de Flandre. La Flandre percevra 8,8% de la valeur du legs. À Bruxelles, c'est 12,5% ou 25%. Alors 12,5% si il y a la fondation a un agrément fédéral visé aux articles 104 et 110 du Code des impôts sur le revenu. J'ai regardé les articles 104 et 106 du Code des impôts sur le revenu et je crains que la fondation privée ne rentre pas dans ces dispositions, dans la mesure où l'article 104 du Code des impôts sur le revenu détermine les libéralités qui sont déductibles dans le chef du donateur, déductibles de ses revenus imposables dans le chef du donateur. Et donc ces libéralités sont déductibles à condition que les bénéficiaires soient un ensemble d'institutions qui sont énumérées aux articles 104, 3 du Code des impôts sur le revenu. On ne voit pas les fondations privées. La seule référence que je peux voir pour les handicapés, c'est les libéralités faites en argent aux institutions qui assistent les victimes de la guerre ou les handicapés. Donc, il y a une libéralité, une institution qui s'occupe des libéralités à condition, des handicapés à condition qu'elles soient reconnues par le ministère des Finances, donne effectivement lieu à une déductibilité fiscale dans le chef du donateur. Et si tel est le cas, la libéralité ou le legs que vous feriez au profit de cette institution
bénéficierait du taux de 12,5% de droit. Alors j'ai posé la question de savoir, quand une fondation était agréée comme ayant un caractère social, donc ayant des objectifs de nature sociale, et je dois dire que j'étais assez surpris à la lecture de la circulaire du 8 février 2006 de la région wallonne, qui dit ceci: l'exposé des motifs du décret cite comme étant à coup sûr une fondation à caractère social, celle constituée en vue de pourvoir à l'entretien d'une personne handicapée de son vivant. Donc c'est très généreux. C'est très généreux. Donc, à l'aide d'un bien meuble ou immeuble, à une fondation privée, j'en déduis qu'à l'aide d'un bien meuble ou immeuble à une fondation privée bénéficie du taux de 7%. Alors, si vous me demandez à ce stade de vous dire voilà quels sont les avantages de la fondation, en voilà certainement un. Parce qu'il ne faut pas oublier que le taux de droit de succession entre étrangers varie entre 30 et 80%. Donc une personne qui veut constituer une fondation avec un but désintéressé, notamment celui de s'occuper d'un enfant handicapé, alors que cette personne fondatrice n'a pas de lien de parenté avec cette personne handicapée, peut donner son bien meuble ou bien immeuble moyennant un taux de 7%, enfin donner moyennant un taux de 7%, alors qu'en droit de succession, il paierait un taux de entre 30 et 80%. Voilà certainement un avantage de la fondation au niveau fiscal. Alors en matière de donation à une fondation privée, là je crois qu'il y a plus une unanimité au niveau des régions, dans la mesure où il est prévu un taux uniforme de 7% pour les 3 régions. Ce taux de 7% est inconditionnel en Flandre et à Bruxelles. Par contre, en Wallonie, il est de 7% pour les donations de valeur mobilière. Alors pour les autres donations, et donc je comprends les donations de valeur immobilière, à nouveau, c'est le taux normal entre 30 et 80%, sauf si la fondation est agréée comme ayant un caractère social. Donc vous bénéficierez également du taux de 7% si vous faites une donation d'un bien immeuble à une fondation qui est reconnue comme répondant à des objectifs de nature sociale. Encore un avantage fiscal pour la fondation. Lorsque vous faites une donation à une fondation privée, vous payez ces taux. Ces taux résultent d'un acte notarié que vous passez devant un notaire en Belgique. Maintenant, il n'y a rien qui interdit de faire un don manuel à une donation, à une fondation, ou faire une donation indirecte, par exemple par virement bancaire à une fondation. Dans ce cas, il n'y a pas de droit d'enregistrement, il n'y a pas de droit de donation sur les montants donnés. Ce que je viens de dire est d'application pour les apports effectués au moment de la constitution de la fondation. C'est également d'application pour les apports effectués après la constitution de la fondation. Alors, quelle est l'origine fiscale maintenant de la fondation? Donc la fondation se voit dotée d'un capital et réalise son objet social, qui est par nature désintéressé. Alors vous devez savoir que la fondation est soumise
à la personnalité juridique, c'est une personne morale. Vous savez qu'en matière fiscale, il existe pour les personnes morales un impôt des sociétés et un impôt des personnes morales. Donc une ASBL à la personnalité juridique, c'est une personne morale, mais ce n'est pas parce que c'est une ASBL qu'elle est d'office imposée à l'impôt des personnes morales. Elle pourrait très bien être imposée à l'impôt des sociétés. Une fondation pourrait très bien être imposée également à l'impôt des sociétés si certains nombre de conditions ne sont pas remplies. Alors vous aurez compris qu'être imposé à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des sociétés, ce n'est pas du tout la même chose. Alors avant de vous expliquer les grandes lignes de l'impôt des personnes morales, je serai bref à ce niveau-là, sont imposés à l'impôt des sociétés les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Donc si vous n'avez pas une exploitation, ou si la fondation n'exerce pas une exploitation ou des opérations de caractère lucratif, elle ne sera pas imposée à l'impôt des sociétés, ce qui est recherché. Alors la question qui se pose est de savoir quand la personne morale exerce ou se livre à une exploitation des opérations de caractère lucratif. Bon, une exploitation, se livrer à une exploitation, c'est pas compliqué à comprendre. Avoir un commerce, c'est une exploitation. Mais des opérations de caractère lucratif, on y est très vite. Alors, pour exercer des opérations de caractère lucratif, il faut qu'il y ait une répétition suffisamment fréquente d'opérations liées entre elles. Donc une répétition d'opérations suffisamment fréquente. Et il faut utiliser des méthodes commerciales, industrielles ou agricoles. Bon, vous affectez des titres, une somme d'argent à une fondation, un immeuble à une fondation, et que cette fondation gère son patrimoine de façon normale, non bon père de famille. Ce n'est bien sûr pas une organisation et ce n'est pas réputé être des opérations de caractère lucratif. Donc ça ne va certainement pas emporter la taxation de la fondation à l'impôt des sociétés. Maintenant, si on apporte différents immeubles dans la société, dans la fondation, et que la fondation achète encore des immeubles, vend des immeubles, recourt à de la publicité pour vendre les immeubles, réalise des opérations fréquentes à court terme. Là, à ce moment-là, la fondation risque d'être soumise à l'impôt des sociétés. Donc il est important, pour échapper à l'impôt des sociétés, d'avoir, je dirais, une gestion plutôt passive de ses avoirs. Par exemple, si la fondation n'est à mon avis pas constitutive d'une gestion passive, une fondation qui gère des avoirs bancaires de façon agressive, avec des opérations d'achat-vente à court terme, en recourant à des produits sophistiqués, en ayant recours à des méthodes telles que pour les employés, telles que l'emploi, par exemple, au secteur bancaire. Maintenant, même si il y a une exploitation, même si il y a des opérations de caractère lucratif, on pourrait encore échapper à l'impôt des sociétés sur base de l'article 220 du Code des impôts sur le revenu. Dans la mesure où l'article 220 qui vise l'impôt des personnes morales, dans la mesure où si les opérations à caractère lucratif ou si l'exploitation exercée par la fondation est à titre accessoire par rapport à l'activité principale de la fondation, ou si la fondation ne met pas en œuvre des moyens d'ordre commercial industriel en œuvre, elle échappe à l'impôt des sociétés. Donc, ça veut dire en d'autres mots que s'il y a une exploitation dans la fondation, si même il y a des activités qui sont réputées être des opérations de caractère lucratif, ce n'est pas encore en soi déterminant pour conclure à la taxation à l'impôt des sociétés de la fondation,
si cette exploitation ou si ces opérations de caractère lucratif restent accessoires par rapport à l'activité principale qui était désintéressée. Alors ce sera une appréciation purement factuelle. Il y a essentiellement dans la pratique deux critères qui vont le déterminer. Le critère de corrélation, c'est-à-dire qu'on va voir si effectivement l'activité lucrative est bien l'accessoire et pas l'activité principale. Donc elle doit servir, en d'autres mots, à réaliser l'activité principale de la fondation. Et on va voir effectivement si elle est exercée au même endroit, donc au même lieu, en même temps que l'activité principale. Je vais prendre un exemple pour être plus clair. Une personne juridique qui s'occupe de personnes âgées, qui fournit des soins à ces personnes âgées, qui fournit des repas à ces personnes âgées et un ensemble d'autres services. S'il apparaît que l'objectif principal, c'est avant tout de produire des bénéfices par la location des chambres ou la fourniture de repas, plutôt que le but désintéressé s'occuper de personnes âgées en tant que telles, la fondation ou la SBL risque d'être imposée à l'impôt des sociétés. Donc on va regarder le contexte dans lequel s'effectuent les opérations. Donc il est bien connu qu'il y a des ASBL qui se déguisent derrière ce genre de société pour échapper à l'impôt des sociétés, alors que manifestement l'objectif premier n'est pas un but désintéressé, mais une volonté d'avoir ou d'atteindre des bénéfices ou de produire des bénéfices. Alors, j'ai parlé du critère de corrélation, donc l'activité désintéressée doit être l'activité principale, l'activité lucrative étant l'accessoire. Il y a un deuxième critère, c'est le critère quantitatif, c'est-à-dire qu'on va voir les moyens en termes humains et en termes, je dirais, matériels qui sont affectés à l'un ou à l'autre activité. Il est évident que si on veut défendre que ça reste accessoire, mais les moyens humains, les moyens matériels doivent être moindres que pour l'activité principale. C'est pareil du bon sens. Si la fondation est imposée à l'impôt des personnes morales, elle n'est pas imposée sur ses revenus. Elle n'est pas imposée sur ses revenus, donc par contre, elle paiera quand même un impôt, et cet impôt est généralement équivalent au précompte. Par exemple, si elle perçoit des dividendes ou des intérêts, eh bien, elle supportera le précompte retenu par la banque de 25% sur le montant des intérêts ou des dividendes perçus. Si elle est propriétaire d'un immeuble, elle paiera le précompte immobilier que lui enverra la recette des contributions. Et ce précompte immobilier étant l'impôt final. En général, maintenant il y a des cas d'imposition spécifiques à charge des personnes morales qui sont limitativement définis par la loi fiscale. Si la fondation est propriétaire de plusieurs immeubles et que ces immeubles sont mis en location, la fondation paiera, outre le précompte immobilier, elle paiera un impôt de 20% sur ses revenus immobiliers. Si la fondation réalise une plus-value sur un immeuble, à l'occasion d'une cession à titre onéreux, elle paiera 16,5% ou 33% d'impôt en fonction de la date à laquelle cet immeuble a été acquis par la fondation, en fonction de la durée de détention de cet immeuble par la fondation. Si elle cède, ce sont des cas un peu exceptionnels, si elle cède une participation importante dans une société, elle sera taxable à 16,5% sur le montant de la plus-value. Et si elle octroie des avantages en nature, elle doit les justifier sur des fiches fiscales, à défaut de quoi elle sera soumise à la cotisation sur les commissions secrètes au taux de 309%. Voilà, grossièrement, je dirais, décrit le régime
à l'impôt des personnes morales de la fondation, donc il faut en retenir essentiellement un précompte mobilier et une taxation spécifique à 20% sur les revenus immobiliers dans l'hypothèse où la fondation met en location des immeubles à des tiers. Donc j'ai parlé du régime fiscal à l'entrée, j'ai parlé du régime fiscal au niveau, je dirais, des avoirs de la fondation. Maintenant, qu'en est-il des fonds qui sortent de la fondation? Donc, en d'autres mots, ce sont les affectations de la fondation au but des intéressés. C'est-à-dire le bien-être de l'enfant handicapé au sens large du terme, c'est-à-dire payer les vacances de l'enfant handicapé, payer la pension de l'enfant handicapé, payer les stages de l'enfant handicapé, payer les voyages de l'enfant handicapé. Donc c'est au sens large du terme. Alors, en matière de droit d'enregistrement, il n'y a pas de droit de donation à payer sur les sommes qui sont versées par la fondation à l'enfant handicapé. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en tout cas pas d'une donation du fondateur. Le fondateur ou la fondatrice s'est dépouillé de biens au profit d'une fondation. Elle n'est pas réputée effectuer une donation au profit de l'enfant handicapé. De même, la fondation ou le conseil d'administration n'a pas non plus la qualité de donateur, dans la mesure où le conseil d'administration n'est pas animé d'une quelconque intention libérale au niveau juridique. Le conseil d'administration ne fait qu'une chose, c'est effectuer une mission telle qu'elle est définie dans les statuts de la fondation. Donc il n'y a pas de droit de donation, je le répète, sur les montants qui ont été affectés au bien-être de l'enfant handicapé. Maintenant, on peut imaginer l'hypothèse de la dissolution de la fondation, du vivant de la fondatrice. Et donc la fondatrice, en vertu des statuts, pourrait exercer son droit de retour des biens qui ont été apportés à la fondation. Le retour des biens dans le chef de la donatrice ne relève pas non plus d'un contrat de donation, puisque ce retour trouve sa source essentiellement dans les dispositions ou dans les statuts de la fondation, dont il n'est pas non plus générateur de droit d'enregistrement. Alors maintenant, en matière de droit de succession, la donatrice ou le donateur ou les fondateurs décèdent alors que donc, la fondation exerce toujours son activité désintéressée. Y a-t-il des droits de succession à payer sur les apports effectués par le fondateur à la fondation? La réponse est négative, même si les apports ont été effectués dans les 3 ans précédant le décès, à condition que les droits d'enregistrement ont été payés lors de l'apport. Donc vous savez que lorsque le défunt a disposé de ses biens dans les 3 ans du décès, ces biens sont rajoutés à la masse successorale, sauf si les droits de donation ont été payés. Donc ici, on parle de l'hypothèse que les droits de donation ont été payés au moment de l'apport. Si la donatrice décède, le donateur de la date décède dans les 3 ans, à ce moment-là, il n'y a pas de droit de succession à payer. Mais si vous avez fait un don manuel à la fondation, ou s'il y a une donation indirecte par virement bancaire à la fondation, et que vous décédez dans les 3 ans, là, effectivement, il y aura des droits de succession à payer dans le chef du donateur ou de la donatrice. Alors que se passe-t-il en cas de dissolution de la fondation après le décès de la fondatrice?
Donc, on pourrait imaginer que les biens reviennent aux ayants droit de la fondatrice. À ce moment-là, les héritiers de la fondatrice seront soumis au droit de succession sur les biens recueillis. Donc là, effectivement, c'est un cas où il y aura des droits de succession à payer. Alors, je me suis également posé la question de savoir s'il y avait des impôts à payer dans le chef de l'enfant handicapé, puisque l'enfant handicapé reçoit de la fondation des revenus, des montants. Comment qualifier ces montants? Est-ce que le fisc pourrait taxer ces montants? Donc ici, nous sommes dans le domaine de l'impôt direct, puis dans le domaine des droits de succession, des droits d'enregistrement. Alors vous savez qu'en droit fiscal belge, il y a 4 catégories de revenus. Il y a les revenus mobiliers, immobiliers, les revenus divers et les revenus professionnels. Il n'y en a pas d'autres. Ces revenus sont définis dans le code fiscal. Donc les distributions de la fondation ne sont en tout cas pas des revenus professionnels, ne sont certainement pas des revenus immobiliers, ne sont pas des revenus divers. La question est de savoir est-ce qu'il s'agit de revenus mobiliers dans le chef de l'enfant handicapé, lesquels revenus, s'ils étaient qualifiés de revenus mobiliers, seraient soumis au précompte mobilier. Alors lorsqu'on lit l'article 17 du Code des impôts sur le revenu, on voit que les revenus mobiliers sont essentiellement des revenus de créance. Or, l'enfant handicapé n'a pas une créance à l'égard de la fondation. Il n'a le droit d'exiger rien du tout de la fondation. Donc c'est le conseil d'administration qui décide discrétionnairement de l'affectation des fonds, dans le respect bien sûr du but des intéressés. Considérant que l'enfant handicapé n'a pas de créance à l'égard de la fondation, les sommes qu'il reçoit de la fondation ne peuvent pas être qualifiées de revenus mobiliers et donc ne sont pas soumis au précompte mobilier. Je me suis également posé la question de savoir quelle est la qualification fiscale des montants qui revenaient à la fondatrice en cas de dissolution de la fondation. Est-ce que le fisc pourrait taxer ce droit de retour dans le chef de la fondatrice? La réponse est négative. Maintenant, je crains que si la somme reprise est supérieure à la valeur des biens qui ont été apportés à la fondation, je crains que l'administration fiscale considère que la partie excédentaire doit être considérée comme un intérêt en chef de la fondatrice. Uniquement dans ce cas-là. Et si les ayants droit de la fondatrice à la dissolution de la fondation recueillent des sommes, il est généralement admis que les sommes recueillies ne sont pas des revenus d'enchère de ces ayants droit de la fondatrice si les droits de succession ont été payés par ces ayants droit. Voilà, je crois que j'ai brossé tous les cas de figure. Maintenant, je me suis également posé la question cet après-midi de savoir si il n'y a pas des alternatives à la fondation. Comme toute chose, comme tout instrument juridique, il présente des avantages et des inconvénients. Je crois qu'il y a des avantages fiscaux, je crois qu'il y a des avantages au niveau du fonctionnement, dans la mesure où une fondation, à mon avis, présente l'avantage de ce qu'il y a une organisation qui a été mise en place et qui peut soulager les parents après leur mort ou après leur décès, dans la mesure où ils savent qu'il y a une institution qui existe pour s'occuper de l'enfant handicapé. Incontestablement, c'est un avantage de la fondation. Mais on peut se poser la question de savoir si on ne peut pas atteindre certains avantages qu'offre la fondation par des structures ou des mécanismes plus simples. Bon, vous savez qu'une fondation, il faut un conseil d'administration, il faut faire une comptabilité, il faut éventuellement déposer des comptes annuels.
il y a un acte notarié à faire, il y a des publications moniteurs à faire, dans l'hypothèse où on change des administrateurs, où un administrateur démissionne, il y a une déclaration fiscale à faire annuellement. Bon, tout ça peut paraître lourd, même si en soi, c'est surmontable. Alors j'ai imaginé certaines alternatives que vous connaissez peut-être, mais qui méritent peut-être d'être relevées. Rien n'empêcherait tout simplement de faire une donation à un enfant handicapé. Vous savez que les parents ou les ascendants d'un mineur peuvent accepter une donation pour l'enfant handicapé sans en demander l'autorisation du juge de paix. Donc c'est assez souple. C'est assez souple, bien entendu, l'enfant handicapé qui a reçu une donation d'une personne X ou Y acceptée par ses parents ou ses ascendants, l'enfant mineur est incapable de faire lui-même une donation ou un testament. Ce qui était donné lui est définitivement donné, mais je reconnais que ça présente une certaine facilité à faire une donation d'un handicapé pour qu'il subvienne à ses besoins propres. De nouveau, l'enfant handicapé, représenté par son tuteur, peut payer sa pension, ses voyages, son stage, sans pour autant devoir demander l'autorisation du juge de paix. Maintenant, quels sont, je dirais, les objectifs lorsqu'on a un enfant handicapé qu'il faut peut-être mettre en avant dans l'organisation patrimoniale, dans son organisation patrimoniale. Je crois qu'il faut éviter, autant que ce soit possible, que l'enfant handicapé ait des revenus taxables ou ait trop de revenus taxables qui diminueraient ses allocations. Ça, c'est probablement un objectif. Dans, je dirais, l'organisation, l'ingénierie, je dirais, patrimoniale. Deuxième objectif, je crois que l'enfant handicapé a besoin, je dirais, de sommes d'argent pour vivre. Il a plus besoin d'une somme d'argent pour vivre ou d'un capital que d'une maison qui doit être rénovée ou, je dirais, de titre d'une société patrimoniale. Je crois que c'est beaucoup plus simple pour lui de disposer d'argent liquide qu'il affecte à son train de vie plutôt que d'avoir ou d'être impliqué dans des situations patrimoniales plus compliquées. Je crois également qu'un des objectifs que les parents d'enfants handicapés pourraient avoir, c'est déjà de prévoir la transmission des biens qui resteraient après le décès de la personne handicapée. Et je crois également qu'il faut avoir comme objectif, c'est d'éviter de donner un immeuble ou que l'enfant handicapé reçoive un immeuble qui serait en indivision avec ses frères et sœurs, parce que de nouveau, pour sortir d'indivision, il faudra l'autorisation du juge de paix et la nomination d'un tuteur ad hoc. Donc pour éviter, pour avoir, je dirais, pour réaliser ces objectifs, j'ai pensé à l'une ou l'autre technique. Il pourrait être tout à fait possible de prévoir dans un testament une clause de fidéicomité résiduaux. Vous savez probablement ce que c'est. Donc, vous léguez vos biens à vos enfants, à votre fils handicapé. Vous prévoyez une clause en testament qui prévoit que si l'enfant handicapé décède avant vos autres enfants,
que les biens qu'il n'a pas consommés, qu'il a reçus de votre part, reviennent à vos autres enfants. Alors quel est l'avantage fiscal? Et que vous aurez payé, donc au moment de votre décès, des droits de succession en ligne directe. Et lors du décès de l'enfant handicapé, si les deux autres enfants lui survivent, eh bien le lait qui aurait été fait à votre enfant handicapé sera réputé ne pas avoir eu lieu et sera censé avoir eu lieu directement au profit des deux autres enfants. Donc au lieu d'avoir à payer des taux entre frères et sœurs, vous payerez des taux en ligne directe, donc parents-enfants une deuxième fois. Ce sont des taux qui sont moindres que les taux entre frères et sœurs. Alors une autre technique qui peut être intéressante, c'est de faire un lait en pleine propriété au profit des autres enfants, à charge pour eux de payer une rente viagère au profit de l'enfant handicapé. Donc l'enfant handicapé payera des droits de succession sur la valeur de la rente viagère. Donc on va multiplier la rente viagère par un coefficient en fonction de l'âge de la personne handicapée. Et donc on va déterminer un capital et on va calculer les droits de succession sur ce montant-là. On prévoira bien sûr dans le testament une somme minimum pour payer ou pour permettre à l'enfant handicapé de payer des droits ou payer des droits de succession. Cette solution présente un avantage, c'est qu'au décès de l'enfant handicapé, la rente viagère s'arrête et il n'y a pas de droit de succession ou il n'aura pas de droit de succession à laisser, puisqu'en principe il aura consommé par hypothèse l'entièreté de la rente viagère. Donc pour être plus précis encore, vous avez un patrimoine de 100, vous avez deux enfants, vous y laissez 50 à l'un, 50 à l'autre, à charge pour vos deux enfants de payer une rente viagère au profit de votre fils handicapé jusqu'à son décès. Alors une troisième technique qui est également utilisée, c'est de prévoir dans votre testament un lait donc en usufruit au profit de votre fils handicapé et en nue propriété à vos autres enfants. Donc au décès de l'enfant handicapé, l'usufruit s'éteint et les autres enfants récupèrent la pleine propriété du bien. Bien entendu, tout ce que je vous dis là doit se faire dans le respect strict des droits réservataires de l'enfant handicapé. Donc il faudra que le lait soit, ou la valeur du lait soit au moins égale à la réserve dont il a droit. Donc si vous donnez 100, vous avez 3 enfants, la réserve est de 25, donc il faut au moins que le lait ou la valeur, je dirais, qui est laissée à l'enfant handicapé soit au moins égale à 25.